Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire le point sur les actus ciné-séries du mois de novembre. Et on commence comme d'hab avec un petit point box-office. Le mois d'octobre, il était attendu au tournant, parce qu'il y avait pas mal de grosses sorties, et puis en plus, c'était les vacances. Donc, il y avait moyen de faire un gros mois. Alors, est-ce que la fréquentation a été à la hauteur des attentes? Globalement, oui. Le mois a cumulé 15,53 millions d'entrées. C'est beaucoup mieux que l'année dernière. Alors, c'est un peu à relativiser parce que l'année dernière, c'était quand même pas foufou le mois d'octobre. Là, on n'est toujours pas revenu au niveau d'avant Covid, mais au vu de la conjoncture, c'est un bon mois. Et puis, ça relance encore le match 2023 versus 2024 qui attira le plus de monde au cinéma. Et pour le moment, 2024, on est encore en retard. Mais de rien du tout, de 3%, donc tout peut basculer. Donc, plutôt un bon mois d'octobre. Et encore une fois, ce bon score, il est dû au cinéma français qui a le vent en poupe comme jamais. Depuis la dynamique, un petit truc en plus, les gens vont dans les salles, c'est cool, et ils y vont pour voir des films français. Le plus gros succès du mois d'ailleurs, il est français, c'est L'Amour ouf qui vient de dépasser les 3 millions de spectateurs. C'est marrant parce que c'était pas forcément un score qui était attendu. Enfin, au début, le film avait de grandes ambitions bien sûr, mais il s'est fait lyncher au Festival de Cannes, les retours presse ils sont assez mauvais, mais les spectateurs adorent, notamment les plus jeunes, il est énormément plébiscité par la jeune génération qui va le voir dans les salles, et ça c'est trop cool. Vous vous souvenez, il y avait un autre blockbuster français au mois d'octobre, c'était Monsieur Aznavour, le biopic sur Charles Aznavour. Alors, il est derrière L'Amour ouf, c'est sûr, mais il file tout droit vers le million. C'est un très beau score pour un biopic, on est largement au-dessus de L'Abbé Pierre, une vie de combat, d'Aline de Valérie Lemercier sur Céline Dion, ou de Simone, le voyage du siècle sur Simone Veil d'Olivier Dahan. Et la belle surprise du mois, c'est Quand vient l'automne de François Ozon, qui est aussi un très beau succès avec plus de 610 000 entrées. Donc je vous le disais, c'est vraiment le cinéma français qui tire la fréquentation vers le haut. Bah tenez, en octobre, en moyenne, 46% des spectateurs sont allés voir au cinéma un film français, contre 37% pour des films américains. Bah ça fait carrément plaisir. D'autant que quand on regarde les films qui marchent là depuis le début d'année, bah il y a tout plein de styles différents, il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les âges, il y a tous les genres. On n'est pas sur des comédies un peu beaufs à la française, façon qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Le Comte de Monte Cristo a de son côté dépassé les 9 millions d'entrées. Alors, il devrait sûrement pas atteindre les 10, qui aurait été un beau palier, mais 9 millions hein, pour un film de 3 heures en costume, c'est extraordinaire. Et maintenant, pour lui, son combat, son enjeu, ça va être de séduire le marché américain et puis la course aux Oscars. Et le petit chiffre qui m'a fait plaisir, c'est Emilia Pérez qui vient de dépasser le cap symbolique du million d'entrées. Bah, je trouve que c'est mérité, donc je suis content. Côté Hollywood, le film d'animation Le Robot Sauvage a bien fonctionné et il a en plus de très bons retours, que ce soit presse ou spectateur, donc il y a moyen qu'il performe encore un petit peu sur la durée. Joker 2 par contre a été super décevant, mais en France il a quand même réussi à dépasser le million. Vu les retours catastrophiques qu'il se prend, bah il limite bien la casse. Et je voulais aussi vous parler du film d'horreur Terrifier 3. Alors personne ne misait dessus, il était un peu boudé par les exploitants de salles, il était programmé quasiment nulle part, mais ce film, il avait une particularité qui lui a permis de devenir un très gros succès, il est interdit aux moins de 18 ans. Et cette interdiction, elle a fait beaucoup réagir, que ce soit dans la presse, mais aussi et surtout sur les réseaux sociaux, et ce qui a fait une pub de fou au film, et les spectateurs se sont rués dans les salles qu'il programmait, et c'est le film de l'année qui a le meilleur ratio spectateurs par salle, devant un petit truc en plus. Du côté des flops maintenant, la comédie écolo C'est le monde à l'envers avec Michael Youn, c'est un peu planté, 163 000 entrées la première semaine, avec un budget de plus de 10 millions d'euros, il s'attendait à avoir un peu plus de succès. Et puis 4-0, la nouvelle comédie de Fabrice Otteniente, également passée inaperçue, 200 000 spectateurs pour un budget de presque 11 millions d'euros et puis de belles têtes d'affiche, grosse déception. Pourtant c'est un réalisateur qui a été habitué au succès, il a réalisé Camping et puis ses suites, Disco aussi, mais depuis ça fait un bon moment qu'il n'a pas retrouvé le succès, donc je suis pas sûr qu'on le reverra de sitôt réaliser un film à gros budget. Mais le beat du mois est attribué à John Woo et Omar Sy avec le remake du film The Killer. L'histoire du bid est assez marrante. Alors déjà au début, personne n'a vraiment compris la raison d'être de ce remake, mais ça n'empêche pas le film de se faire. Mais on se rend compte assez vite qu'il va être un peu fragile pour le cinéma, et donc il sort directement en VOD aux États-Unis. Les critiques sont globalement négatives, et puis du coup, depuis cet été, il est disponible via un VPN ou via le piratage. Mais en France, Universal se chauffe quand même, et décide quand même de le diffuser au cinéma. Pourquoi? Je pense que vous vous en doutez, parce qu'il y a Omar Sy, et donc il gage sur la simple popularité d'Omar Sy qui fera venir du monde dans les salles. Eh ben non, pas du tout, gros bid, gros échec, et c'est d'ailleurs le plus gros bid de toute la carrière d'Omar Sy. Bon, voyons maintenant ce que novembre nous réserve. Alors, j'ai pas l'impression qu'on ait de gros blockbusters français, comme c'était le cas avec L'Amour ouf ou Monsieur Aznavour en octobre, mais on peut quand même espérer une petite pépite dans les différentes sorties du mois.
De mon côté, j'ai hâte de découvrir La Vallée des Fous qui sort le 13 novembre. C'est un drame familial et psychologique avec Jean-Paul Rouve et Pierre Richard. C'est l'histoire d'un père de famille un peu à la dérive qui va réaliser la Virtual Regatta. C'est la course du Vendée Globe mais de manière virtuelle. Mais lui va la faire presque en condition parce que pendant 3 mois il va faire le tour du monde mais dans son bateau qui est dans son jardin. Et ça un peu pour se reconnecter à lui-même et à ce qui compte vraiment. Ça a l'air super bien interprété puis avec une ambiance maritime bretonne assez bien retranscrite. Donc, sans dire que ce sera le film le plus original de l'année, ça peut être un beau petit moment de cinéma. La semaine d'après, le 20 novembre, sort Le Panache. C'est l'histoire d'un prof de français qui va aider un jeune collégien qui bégait à s'ouvrir aux autres, à sortir de son isolement. Alors, je sais pas ce que vous en pensez quand je vous donne la description comme ça, mais moi je me suis tout de suite dit, bah ok, mais ça va pas être foufou. Enfin, on est sur un scénario cliché de film français vu et revu 1000 fois. On est sur un vieux qui va apprendre la vie à un petit jeune. Alors le petit jeune, soit il vient de la banlieue, soit il a un handicap, enfin un truc comme ça, mais on est toujours sur la même histoire, pas très inspirée. Mais, j'ai changé d'avis quand j'ai vu que c'était Jennifer Devolder à la réalisation. C'est la réalisatrice de mon coup de cœur de l'année dernière, Sage Homme. D'ailleurs, au marketing, ici, ils sont pas trompés, hein, ils ont bien fait figurer l'info sur l'affiche. Donc j'espère qu'on aura le droit à un nouveau coup de génie sur ce film. Et la même semaine, on va pouvoir découvrir La plus précieuse des marchandises, le nouveau film de Michel Hazanavicius. C'est le réal, entre autres, des 2 premiers OSS, du film The Artist, de Coupé récemment. Ici, c'est un film d'animation qui raconte l'histoire d'une famille de bûcherons qui va recueillir un bébé abandonné, et tout ça sur fond de guerre, de misère et de racisme. Ça a l'air d'être une très belle histoire, mais aussi très triste. Et si vous êtes plutôt branché comédie française, bah posez-vous des questions. Non, je rigole. On a 3 clients ce mois-ci, À toute allure avec Pio Marmaille, Eya Aïdara et José Garcia. On aurait dû aller en Grèce avec Gérard Jugnot sur les clichés corses. Et en fin de mois, Les Boules de Noël avec Cadmerade et Valérie Bonneton. Une comédie familiale de Noël, mais je crois que vous vous en doutez. À choisir, je crois que j'irai voir À toute allure. C'est le seul qui a un pitch un peu original. C'est l'histoire d'un steward qui s'introduit dans un sous-marin nucléaire tactique. Tout ça pour faire une surprise à son crush. Côté série maintenant, Cat Size débarque le 11 novembre sur TF1. C'est l'histoire de 3 sœurs qui se transforment en cambrioleuses la nuit. Les critiques sont plutôt positives, la série a l'air d'assez bonne facture. Après, ça a l'air d'être très branché jeune public famille. Il faudra sûrement pas s'attendre à quelque chose d'ultra profond. Mais quand même, c'est cool qu'en France on produise de plus en plus de projets originaux et d'adaptations de manga, ça fait plaisir. Sans transition, vous vous souvenez de l'excellent Un jour sans fin, où Bill Murray revivait constamment la même journée? Eh ben, le concept a inspiré un autre film, Palm Spring, qui est sorti en 2020 sur Prime Video, où un duo se retrouve à vivre constamment la même journée dans laquelle il y a un mariage. C'est avec Andy Samberg et Christine Milioti, qui pour moi évidemment restera à jamais la mother de I Met Your Mother. Et bien ce remake a inspiré un nouveau remake, mais cette fois-ci français. Prime Video a annoncé le développement d'un mariage sans fin avec Tariq Boudali et Camille Rowe piégés dans une boucle temporelle. Alors, ce qui m'inquiète un peu dans ce projet, bon en vrai il y a beaucoup de choses qui peuvent inquiéter, mais si je voulais vous en parler surtout, c'est parce que sur le papier, ce film n'a l'air d'avoir aucune autre ambition que d'être un remake du modèle américain. Le résumé pour le moment c'est exactement la même histoire, l'affiche c'est la même. Bon, nous on a une version Wish, mais vous avez saisi l'idée. On verra, si ça se trouve les films seront radicalement différents, mais j'ai quand même un peu peur que les plateformes VOD, qui sont contraintes d'investir sur le territoire, soient de plus en plus tentées de céder à la facilité en adaptant d'autres films ou d'autres projets qui ont déjà fait leurs preuves ailleurs, mais sans avoir beaucoup plus d'ambition que ça. Bon, si ça se trouve ça sera pas le cas du tout, on verra, je suis peut-être médisant. Et puisqu'on parle remake et plateforme VOD, direction Netflix, qui a annoncé le développement de Sous la Seine 2. Le premier film est sorti cet été, c'est l'histoire d'un requin tueur qui se balade dans la Seine, alors que les Jeux Olympiques, les championnats du monde de triathlon vont se dérouler dans quelques jours. Le premier film s'est fait détruire par la presse et aussi par l'essentiel des critiques ciné, mais pourtant le film a cartonné à l'international. C'est un peu devenu le digne héritier des Dents de la Mer. Et alors c'est marrant parce que nous Français, il y a plein de trucs qu'on voyait comme super clichés, et finalement, outre-Atlantique, c'est bien passé, ça a été la petite touche d'exotisme et de charme à la française. Bien sûr, le film a aussi pu compter sur les Jeux Olympiques de Paris, qui lui a fait énormément de pubs gratuites. C'était quand même un excellent coup marketing que d'imaginer ce film à ce moment-là. Et donc la suite vient d'être annoncée par Bérénice Bejo. Le second film devrait être assez différent quand même. Il y aura toujours un requin, c'est important, mais Paris sera cette fois complètement immergé par les eaux. Pour le moment, on n'a pas de date de sortie, à suivre. Après Les Trois Mousquetaires et Le Comte de Monte Cristo, c'est reparti pour le Dumas Cinematic Universe. Enfin, pas vraiment, mais quand même un peu. Lajli, le réalisateur des Misérables et de Bâtiment 5, va réaliser un film sur Thomas Alexandre Dumas,
le père d'Alexandre Dumas, l'écrivain. C'est le fils d'un noble français et d'une esclave africaine qui est né esclave dans les Caraïbes en 1762 et il est devenu le premier général noir de l'armée française. Il a servi sous les ordres de Napoléon Bonaparte qui lui donnera le surnom de Diable Noir. C'est vrai qu'il y a quand même le terreau pour faire un excellent film, j'espère qu'on sera pas déçus. Et pour finir, parlons un peu de mon second moustachu préféré, parce que José Bové, tu seras toujours là. Est-ce que ça vous dirait un film Astérix sur la BD Astérix en Corse, avec Philippe Lachaud et Didier Bourdon? C'est le rêve du réalisateur Fabien Antiente qui a indiqué travailler sur l'adaptation, et en avoir déjà parlé à Lachaud et Bourdon qui seraient emballés pour l'idée. Alors, on va voir si ça se concrétise, mais perso, j'ai un petit peu du mal à y croire. Enfin, 4-0 aurait été un giga succès, pourquoi pas, oui. Mais là, je vois pas qu'il serait assez fou pour lui donner des millions et des millions pour tourner un nouvel Astérix. Et voilà, je m'arrête là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé, merci beaucoup de l'avoir vue. N'hésitez pas à me dire ce que vous prévoyez d'aller voir ou ce que vous avez vu récemment. Allez au cinéma et mangez des pizzas!